vais essayer de vous parler de polymères. Alors c'est un défi pour moi, un chimiste, de parler de polymères sans montrer de structure chimique. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui et de vous faire partager mon enthousiasme pour les matériaux polymères. Alors, les matériaux polymères, dès petit, j'étais fasciné par les matières plastiques. Je pense comme beaucoup de gens, notamment si on regarde par exemple les Lego ou les Playmobil, c'est une infinité de couleurs et une infinité de textures, des choses molles, dures, transparentes. C'est assez fascinant pour un enfant. Et même si à l'époque, il n'y avait pas de Lego laboratoire de chimie, j'ai quand même décidé un jour d'en faire mon métier. Et notamment plus tard, quand je me suis rendu compte que les polymères, ils sont omniprésents et totalement incontournables. On est tous des très gros consommateurs, peut-être trop gros consommateurs de polymères. Il y en a partout. Alors, on peut distinguer ça entre des matériaux de commodité, ce qu'on a dans les habits, dans les chaussures, les peintures, les sols, les vernis, les revêtements pour les verres de lunettes. Et il y a aussi d'autres choses où ils sont moins apparents, mais ils sont tout aussi importants. Par exemple, dans les transports, ils participent à l'allègement, et notamment via les matériaux composites, dans les avions, dans l'automobile aussi, que ce soit sous le capot, les pneus, les aspects apparence, mais les aspects aussi isolation. Aussi beaucoup dans la microélectronique, tout ce dont on est très friand, vos iPhones, vos iBooks. Il n'y a pas que dans la coque qu'il y a des polymères pour faire les disques durs, pour faire les technologies d'affichage, les écrans tactiles, etc. Il faut des polymères. C'est des matériaux polymères qui ont permis beaucoup d'avancées dans ces domaines. Et ça va aussi pour les satellites, ou aussi le domaine de la santé. Alors, par contre, aujourd'hui, les matériaux polymères, ils sont assez décriés, à tort ou à raison. Notamment si on regarde ces images, tout ce qui est pollution visuelle, les décharges, donc il y a des grosses problématiques de recyclage. Aussi le 7e continent, qui est dû pas uniquement sur des mauvais comportements, mais aussi par lessivage des côtes, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou autres. Et ce qui est un peu inquiétant, même si intéressant, c'est que actuellement, la production des matières plastiques dans le monde, elle va quasi quadruplé si on se projette à 2050. Et actuellement, dans l'océan, il y a 1/5 de plastique par rapport aux poissons. Et on prévoit que dans l'océan, en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons. Donc ça, bien sûr, ça peut être inquiétant. Et ça pose aussi le problème de changer nos façons de s'alimenter, soit pour le poisson ou pour la viande. Et alors, pour faire cette conférence un peu vulgarisée, j'ai beaucoup été sur Google. Et j'ai quand même vu qu'il y a des gens, c'est peut-être un peu utopiste, mais les intentions sont louables, pensent qu'un jour on pourra vivre sans plastique. Et ils expliquent comment ils achètent des choses sans plastique, qui payent avec leur carte bleue en plastique, qui vont acheter avec leur voiture où il y a des plastiques, et qui mettent dans un frigo en plastique. Et donc, on ne pourra pas se passer des polymères. Mais par contre, il faudra changer quand même nos manières de les fabriquer, de les recycler, et aussi nos habitudes de consommateurs. Alors, la problématique, elle est bien plus large que ça. Je vais essayer, sans trop rentrer dans les détails, de vous donner un avant-goût. Et notamment,
avec ce qui est transition énergétique et développement durable. Alors, problème de notre société, c'est qu'on est très dépendant des ressources fossiles. Encore à plus de 80% pour l'énergie, c'est charbon, gaz naturel, pétrole, et la part des énergies renouvelables, elle est relativement faible. Et bien sûr, elle est amenée à s'élargir. Si on regarde la consommation du pétrole, ben, il y a une faible partie, mais relativement importante, qui est dédiée à la production des matières plastiques. Et donc, dans ce cadre, sans rentrer dans les détails, ce qu'on a fait au laboratoire, c'est de faire des matières plastiques qui sont issues de ressources renouvelables. En gros, c'est utiliser la biomasse, la cellulose, pour faire des composés chimiques, par exemple, dans notre cas, l'isosorbide ou l'acide glycénique, et les utiliser pour faire des nouvelles matières plastiques qui ont l'aspect, les propriétés des matières plastiques qu'on consomme habituellement, notamment des matières plastiques de commodité. Alors ça impacte quand même une faible partie de la consommation du pétrole. Mais les polymères, ils ont aussi un impact dans d'autres domaines, par exemple dans le transport, parce qu'ils participent à l'allègement des véhicules, à développement d'électromobilité, donc les voitures électriques, scooters électriques, etc. Donc ça aussi, ça contribue à diminuer la consommation en énergie fossile. Et aussi en termes d'énergie, c'est-à-dire pour le chauffage, par exemple, dans le cas des matériaux pour le bâtiment, les choses sont moins énergivores, les bâtiments à énergie positive. Il y a aussi un impact indirect des polymères dans ces domaines-là. Maintenant, il faut prendre encore les choses avec encore un peu plus de recul, c'est l'épuisement des ressources fossiles. Donc, tout le monde le sait, les ressources fossiles sont amenées à disparaître. Donc là, vous avez une courbe des nombres de barils en projection, avec les découvertes de nouveaux gisements. Alors, on trouve récemment pas mal de gisements, donc ce n'est pas aussi dramatique que ça, l'épuisement des ressources fossiles. On arrivera peut-être à aller plus loin. Mais l'autre problème, c'est l'augmentation mondiale de la population, notamment dans les pays émergents qui veulent consommer, et donc à cela associer une grosse augmentation de la consommation d'énergie. Et donc, dans les années à venir, en gros, on se projette un peu à 2050, parce qu'il y a des échéances mondiales sur le climat et l'énergie pour ces dates-là. En gros, on va doubler notre consommation énergétique. Et donc, ici, ce n'est pas tant la disparition du pétrole. Si on va le chercher suffisamment profondément, on le trouvera toujours. C'est que ces 14 terawatts d'énergie supplémentaire, il faudra qu'elles soient décarbonées. C'est-à-dire qu'elles ne s'appuient plus sur les ressources fossiles pour empêcher l'effet de serre et l'impact sur notre planète. Parce que ici, vous avez les émissions de CO2 historiques. On se retrouve ici. Si on continue sur notre même cadence, on va tripler la quantité de CO2 dans l'atmosphère et on va impacter l'environnement sur les 3000 années qui viennent et d'une manière assez négative. Et donc ce qu'il faut faire, c'est essayer au moins de stabiliser, et éventuellement si on arrive à stabiliser, au fur et à mesure, on prévoit une décroissance du CO2 dans l'atmosphère. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'affranchir des ressources fossiles et développer les énergies renouvelables avec différentes technologies. Alors, vous connaissez des technologies plus ou moins matures. Par exemple, le solaire et l'éolien, c'est assez bien en termes de maturité. Géothermie, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres en géothermie, mais il y a aussi la filière hydrogène, notamment par la photoélectrolyse de l'eau, qui est aussi un combustible. L'énergie des marées, des vagues, l'hydraulique et la biomasse. Mais par contre, il va falloir s'appuyer sur toutes ces technologies.
Et on ne pourra pas en choisir une, il va falloir les développer toutes. Pourquoi? À titre d'exemple, le soleil. Le soleil, en un an, il produit 10 000 fois notre consommation annuelle mondiale. Donc il y a ce qu'il faut en termes de quantité d'énergie. Par contre, si on voulait satisfaire nos besoins énergétiques uniquement par le soleil, il faudrait couvrir une surface en panneaux solaires qui correspond au quart de la France. Et ça pose problème, aussi notamment par rapport à la disponibilité du silicium, le recyclage de ces panneaux solaires, le coût. Donc on ne peut pas uniquement miser sur une technologie. Et ensuite, il y a un autre problème qu'il faut prendre en compte, c'est la corrélation entre la production et l'utilisation d'énergie. C'est-à-dire, le soleil, c'est la journée, on peut consommer pendant la nuit, ou ici, sur une carte des États-Unis, vous avez les zones où on peut utiliser les éoliennes, des zones où on peut plutôt utiliser le soleil, mais c'est assez décorrélé des grosses mégalopoles qui consomment énormément d'énergie. Et ce qu'on sait faire pour l'instant, quand je vous dis que les technologies, par exemple, les éoliennes ou du photovoltaïque, elles sont matures, l'énergie produite, on la met sur le réseau électrique. On n'est pas en mesure de stocker l'énergie à grande échelle. Et donc il y a cette problématique pour nous sortir du scénario catastrophe que je vous ai présenté, du stockage d'énergie. Et donc il y a aussi plusieurs technologies qu'il va falloir maturer et mener à terme, qui sont les supercondensateurs, les batteries lithium, vous connaissez tous, ou la filière pile à combustible. Et bien que sur des appareils portables, on soit suffisamment mature actuellement, c'est-à-dire, par rapport à il y a 10 ans, vous êtes assez satisfait de la longévité de la batterie de votre iPhone, et vous n'êtes pas obligé de le charger 3 fois par jour, vous arrivez à le faire tenir quelques jours. Autant pour l'électromobilité, ça commence à se démocratiser. Bon, par contre, pas tout le monde a les moyens de se payer une Tesla. Et il va falloir aussi travailler sur le coût, l'autonomie, etc. Et où on n'est encore pas du tout au point, c'est le stockage à grande échelle. C'est-à-dire alimenter des gros buildings, des villes, et faire vraiment du stockage à grande échelle. Et c'est là que va se jouer le futur de la planète, c'est-à-dire de résoudre ça pour, en gros, 2050. Et nous, c'est dans ce cadre ce qu'il faut que je vous dise, c'est que pour l'ensemble de ces technologies, il y a des polymères, notamment entre les électrodes, qui permettent ici de faire naviguer les charges, ici de faire passer le lithium du cathode à l'anode et vice-versa si on est en charge ou en décharge, ou ici des membranes qui permettent de faire les réactions d'oxydoréduction pour consommer l'hydrogène et faire de l'électricité et de la chaleur. Et donc il y a un contexte sur lequel on travaille sur la synthèse de liants pour les électrodes, de séparateurs et d'électrolytes solides pour la performance et aussi et surtout la sécurité des batteries, surtout qu'on passe à des grandes échelles. C'est-à-dire, vous avez déjà vu des téléphones qui brûlent ou qui explosent, des ordinateurs. On ne peut pas se permettre d'avoir ça sur une voiture, parce que dans une voiture, il y a quelques milliers de batteries qu'il y a dans notre iPhone. Et donc si une dizaine de milliers de batteries elles prennent feu, en gros on est en train de rouler sur une bombe. Donc il y a beaucoup de choses à développer dans ce cadre-là. Et donc dans notre équipe, on a introduit une nouvelle classe de matériaux. On a été les premiers à mettre dans la littérature, qui sont des matériaux polymères à base triazonium. Bon, j'ai quand même pas résisté à vous mettre au moins 2-3 structures chimiques. Donc en gros, c'est des matériaux qui sont développés et adaptés aux technologies de stockage d'énergie que je viens de vous présenter. Et donc, en plus de ces applications-là,
Ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser ces matériaux-là pour aller vers les dispositifs électrochromes, les matériaux bactériostatiques. Ça, il y a aussi des grosses problématiques de santé et d'environnement, les capteurs, les muscles artificiels, etc. Et pour ça, il faut des matériaux conducteurs uniques. Et on a une classe qui est estampillée Université de Lyon, que l'on développe et qui répond à ces considérations-là. Ensuite, alors je vais peut-être accélérer, si vous avez eu des cours où on vous a parlé des matériaux polymères, on vous a peut-être dit que les matériaux polymères, on pouvait les diviser en deux classes. Donc les thermodurcissables, typiquement c'est les vernis, où on prend un liquide, on en fait un solide. C'est des matériaux qui sont infusibles, insolubles, ils ne sont pas recyclables, c'est leur principal défaut, et on peut les produire à des cadences relativement faibles. Et par contre, c'est les matériaux de choix pour faire par exemple des composites, parce qu'ils ont des stabilités chimiques, thermiques et résistances mécaniques qui sont uniques. Et à côté, on a des thermoplastiques. Donc ça, c'est des matériaux de commodité que vous connaissez pour le flaconnage, les bouteilles. C'est des chaînes polymères que généralement on a sous granulés, on les fond, on les injecte et on peut mouler toutes les pièces plastiques que vous aimez utiliser pour la vie courante. Et par contre, le problème de ces matériaux-là, alors c'est vrai qu'ils sont à haute cadence, c'est à faible coût, mais ils ont des propriétés médiocres en termes de propriétés mécaniques, et surtout, si on les chauffe, ils se déforment, et si on met des solvants, ils se dissolvent. Et ça, c'était jusqu'en 2011, où l'équipe de Leibler a développé et défini une nouvelle classe de matériaux, qui est un hybride entre les deux. C'est des chaînes qui sont pontées entre elles, mais lorsqu'on les chauffe sous contrainte, les points de pontage, ils vont s'échanger. Et là, ça fait que ce matériau-là, ça va être un matériau hybride entre les thermodurcissables et les thermoplastiques. Donc il va être insoluble, il va avoir des bonnes résistances mécaniques, mais il va pouvoir être malléable. On va pouvoir faire des structures, des choses qu'on ne peut pas faire par injection, par exemple. Il va être recyclable. On va pouvoir, bien que ça soit qu'il ait les propriétés d'un thermodurcissable, on va pouvoir le recycler. Et il va être soudable. On va pouvoir faire du collage à partir de ces matériaux-là. Et là, de la même manière, de notre côté, on a développé un système, toujours c'est la chimie des triazolium, fait partie des 4-5 systèmes qu'il y a dans la littérature et qui est très performant et qui va avoir un gros impact à moyen terme dans pas mal d'applications, que ce soit dans le transport. Par exemple, si vous ne savez pas, la communauté européenne elle impose que 95% des véhicules ils soient recyclables ou réutilisables. Et donc, c'est intéressant d'avoir des pièces composites pour les véhicules qui sont recyclables, tout ce qui est isolant ou des adhésifs qu'on va pouvoir décoller à volonté pour pouvoir désassembler des pièces, les réutiliser ou les recycler. Et aussi, ça va avoir beaucoup d'implications dans l'énergie, le bâtiment et des biens de consommation, typiquement les matelas par exemple. Ils sont faits en thermodurcissables, ils ne sont pas recyclables. Et il faut savoir que par exemple, Bultex, maintenant, quand vous changez de matelas, ils vont devoir s'occuper du recyclage de votre matelas. Et donc, c'est des choses qui les intéressent, par exemple. Et pour finir, avant de conclure, je vais vous parler d'un travail récent que j'ai fait dans le cadre d'une bourse Explora Pro financée par la région Rhône-Alpes, à l'université de Berkeley, qui est là dans un domaine qui est moins mon domaine de prédilection, mais ça vous donne une idée de l'interdisciplinarité de nos travaux et de l'aspect très multidisciplinaire des matériaux polymères. En gros, c'est prendre un polymère pour stabiliser des protéines dans des milieux organiques. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de biologistes,
peut-être ça leur parlera plus que ce dont j'ai parlé au préalable. Mais en gros, sur les protéines, il y a différentes zones qui sont cationiques, anioniques, hydrophiles ou hydrophobes. Et ces zones-là, elles sont séparées de quelques nanomètres, et on détaille de l'ordre du nanomètre. Et donc, on a synthétisé des polymères qui miment un peu la composition et la structure de la surface d'une protéine. Et on a utilisé ces matériaux-là pour prendre des protéines, les mettre dans le toluène et conserver leur activité biologique. Donc en gros, ici, vous avez une idée de ce qui se passe dans le toluène pour une protéine avec les technologies les plus performantes qu'il y a dans la littérature. En gros, 24 heures dans le toluène, on conserve 10 à 20% d'activité. Et avec cette technologie-là, ici vous avez une simulation de modélisation de la protéine entourée par des chaînes polymères dans un solvant organique. Elle protège la protéine tout en lui permettant d'effectuer son travail biologique. Et ici, ben, vous voyez, dans le toluène, la protéine, on peut la garder 24 heures et garder plus de 80% de son activité. Et donc ça c'est un tour de force et ça a beaucoup de promesses dans pas mal de domaines de biotechnologie et de nanotechnologie. Par exemple, ici, à titre d'exemple, vous pouvez prendre une solution d'un polymère de cette protéine protégée par notre polymère et faire de l'électrospinning, de faire des fibres qui vont contenir une protéine. Et on en fait un coton. Là. Et si on trempe dans ce coton, ici c'est un insecticide, ben, la protéine, après avoir passé du temps dans le toluène, avoir été électrospinée, elle fait encore son travail biologique, c'est-à-dire, ici c'est une phosphorylase, et ça permet de détecter un insecticide. Et donc ça, on vient de le publier il y a quelques semaines dans la revue Science. Donc, j'ai pris un peu trop de temps, donc je ne vais pas conclure. Je vous ai vendu un peu du rêve. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne rentrerai pas dans le détail, on pourra en parler au cocktail. Mais il y a encore beaucoup de verrous et de challenges pour les années qui viennent. Et donc, je voudrais remercier l'association, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les doctorants, les post-doctorants qui ont travaillé sur ces travaux et d'autres. Et aussi beaucoup de collaborations. C'est ma driving force, c'est-à-dire avoir des articles avec le plus de gens différents dans des disciplines les plus différentes possibles. Et les financements, qu'ils soient publics ou privés, qui m'ont permis de développer ces activités. Et puis surtout, l'Université de Lyon qui m'a donné la possibilité de m'épanouir et de faire ces recherches et d'avoir le prix aujourd'hui. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Vous avez parlé de l'utilisation de la biomasse. Oui. Vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur la façon de l'utiliser pour fabriquer les polymères? Moi, la manière dont j'utilise la biomasse, c'est des techniques de polymérisation classiques, sauf qu'au lieu d'utiliser des syntons issus de la pétrochimie, on va prendre des molécules qui viennent de la biomasse. Et donc là, c'est un domaine à part entière, et il y a différentes techniques de polymérisation, de modification chimique, qui utilisent cette biomasse. Est-ce que ça signifie qu'à partir de polymères de ce type, la dégradation du polymère sera bien meilleure en termes de conséquences? Ça dépend quel polymère. On peut faire en sorte qu'il soit dégradable. Pour certaines applications, on ne veut pas qu'il soit compostable, dégradable. Et je dirais aujourd'hui, c'est des technologies assez matures. La problématique, il y en a deux, c'est le coût. Bon, c'est pas encore compétitif. Au prix actuel du pétrole, c'est pas compétitif économiquement d'utiliser des matières renouvelables.
Et deuxième chose, c'est la mise en œuvre industrielle. Les industriels du domaine, ils ne sont pas encore prêts à modifier leurs machines et se plier aux spécificités des matières plastiques renouvelables, alors qu'ils ont des choses moins chères, qu'ils connaissent très bien, où leurs machines sont parfaitement huilées pour les produire. Donc ça va demander encore un peu de temps, même si de nos jours, au moins tous les polymères de commodité, on peut les faire en version renouvelable, même si ce n'est pas économiquement viable pour l'instant. Je peux poser une autre question? Dans le cas de la protéine que vous protégez par ce polymère, ouais. Donc vous l'immergez dans un solvant, vous avez parlé de toluène. Première question, est-ce qu'elle conserve son activité? Exactement. Alors ça, on l'a testé sur 5 protéines différentes. Même lorsqu'elle est dans le toluène? Alors, le problème, c'est qu'on l'a testé après qu'elle ait passé un moment dans le toluène, et on l'a remis en phase aqueuse pour faire son job de protéine qui fait ça dans des milieux physiologiques ou aqueux. Et ce polymère, excusez-moi, ce polymère est de quelle nature? Alors, en gros, vous avez vu, il y a 4 types de sites sur les protéines. Bah, ce polymère, il a 4 types de sites dont la composition et la distribution statistique sur la chaîne va un peu calquer la surface d'une protéine. Il est constitué de quoi, c'est ça que je veux dire? Alors, excusez-moi. Pas de problème, ça serait plus facile si j'avais la structure, mais il y a un groupement pégylé, parce qu'on sait que la pégylation a un LED à biocompatibiliser. Il y a un groupement ionique pour s'absorber avec les ions de la protéine. Il y a un groupement hydrophobe pour... Tout ça est lié de façon covalente. Voilà, et statistique. Sur le pendant au niveau de la chaîne. Okay, merci. Et je fais un appel à projet, d'ailleurs, pas un appel à projet, mais je cherche des collaborations locales pour valoriser cette technologie-là sur des choses un peu plus larges. Il y a la démonstration de concept, mais ça maintenant ça peut être décliné sur beaucoup d'applications différentes, beaucoup de types de protéines, et je cherche des collaborations locales ou nationales. Merci. Écoutez, on va remercier Eric pour son exposé. Je vous remercie.